Il y a de nombreuses années vivait une fille appelée Adgo, que tout le monde dans le village de Wick surnommait Ago. C'était le genre de fille qui faisait se retourner les têtes. Chaque fois qu'elle passait, on remarquait sa grande taille, sa peau claire et cette beauté qui poussait les hommes à la contempler et les femmes à soupirer. Si la beauté seule pouvait cuire la soupe, la marmite d'Ago ne se viderait jamais. Mais il y avait un problème, la beauté d'Ago n'était égalée que par sa paresse et son orgueil. Elle vivait avec ses parents dans un modeste enclos mais se comportait comme la fille d'un roi. Elle se levait tard le matin, s'étirait comme un chat, traînait vers la véranda tandis que ses camarades allaient déjà puiser de l'eau, balayer les cours ou porter des marchandises au marché. Si sa mère osait se plaindre, Ago riait et répondait avec nonchalance que son rôle n'était pas de porter des charges ni de laver des habits, que son mari viendrait bientôt la chercher dans une grande voiture, qu'elle était intacte et belle, et que cela suffisait pour lui ouvrir les portes d'une vie aisée. Cette histoire de virginité, Ago la portait sur la tête comme un panier de tomates. À ses yeux, c'était la plus grande réussite de sa vie. Elle le rappelait à tous ceux qui voulaient l'entendre, et même à ceux qui ne demandaient rien. Au salon où les femmes se rassemblaient pour bavarder et tresser les cheveux, Ago s'asseyait en reine et trouvait toujours le moyen d'introduire sa pureté dans la conversation. Un jour, alors que la patronne du salon, Mama Foma, se plaignait des habitudes de boisson de son mari, Ago s'invita dans la discussion et annonça qu'elle prenait son temps, qu'elle ne se donnerait pas au premier venu, et qu'elle valait un homme riche et digne d'elle. Les femmes éclatèrent de rire. L'une murmura que la virginité ne fait pas bouillir la marmite. Une autre ajouta que si beauté et virginité suffisaient, leur fille n'aurait pas besoin d'apprendre un métier. Mais Ago s'en moquait. Elle croyait dur comme fer que son état intact et son joli visage étaient le billet d'entrée dans la maison d'un homme fortuné. Les villageois s'étaient habitués à ses vantardises. Certains levaient les yeux au ciel, d'autres plaignaient ses parents, de plus en plus lasses de son arrogance. Dans Zoomwick, une belle fille ne manquait presque jamais de prétendants, et Ago ne faisait pas exception. Il semblait même que tous les célibataires présentables, et quelques hommes mariés aux yeux qui démangent, avaient tenté leur chance. Un soir, Emeka, le fermier travailleur qui possédait des sillons de bandignam, vint la voir, la casquette à la main, le regard sincère et timide, et lui proposa de devenir sa femme, promettant de prendre soin d'elle. Ago le dévisagea comme un tabouret fendu, éclata de rire et le balaya d'un geste, disant à haute voix qu'elle n'était pas une femme faite pour cuisiner matin, midi et soir, qu'une vierge de sa trempe méritait un homme qui la conduise en voiture plutôt que de lui fabriquer des ampoules à la ferme. Emeka s'éloigna, humilié, sous les ricanements des enfants attroupés. Un peu plus tard, Kelchi, le tapeur de vin de palme, jovial et apprécié, fournisseur à titre de 12 boissons lors des fêtes, l'aborda après l'église. Il lui confia qu'il n'était pas riche, mais qu'il saurait la rendre heureuse, qu'aucune calebasse de vin de palme ne se tarirait chez elle. Elle savourait l'attention, aimait surtout les cadeaux et, au fond d'elle, se persuadait qu'elle méritait encore mieux. Après des semaines de cours, un soir, le docteur Nandi se présenta devant les parents d'Ago et demanda la main de leur fille, promettant respect et avenir stable, jurant de prendre soin d'elle et d'honorer leur famille. Les parents échangèrent un regard de soulagement. Enfin, un bon parti. Ils se tournèrent vers leur fille pour entendre sa réponse. Ago prit alors la parole avec superbe. Elle reconnut que le docteur était un homme bien et qu'il avait de quoi vivre, mais déclara qu'elle restait une vierge et qu'elle devait donc épouser quelqu'un de bien plus grand. Pas seulement un homme confortable, mais un homme extrêmement riche, capable de la conduire dans la dernière voiture à la mode et de l'emmener ailleurs que dans ce village. Un silence épais s'abattit sur la cour. Le médecin la regarda comme s'il venait de voir un esprit. Même le lézard sur le mur sembla se figer. Le docteur esquissa un sourire triste, salua respectueusement les parents et s'éloigna sans un mot de plus. Le lendemain, la nouvelle avait fait le tour d'un Wick. Ago avait rejeté le meilleur des partis, prétendant que sa virginité méritait plus riche. Au salon, les femmes riaient jusqu'à en avoir mal aux côtes. L'une ironisa qu'elle devait attendre le fils du plus grand magnate du pays. Une autre lança une boutade et les éclats se mêlèrent aux chuchotis. Ago, elle, marchait le menton levé, convaincue que son destin véritable l'attendait plus loin. Ses parents, eux, ne purent plus se taire. Le soir, ils la firent asseoir, lourd d'inquiétude et de colère. Le père demanda si elle comprenait ce qu'elle avait fait.
Il rappela que le jeune docteur était le genre d'homme pour lequel les parents prient, instruits, respectueux, avec un bon travail, et qu'elle l'avait jeté comme un poisson avarié. La mère, exaspérée, s'indigna et lui demanda si elle allait bien, si elle savait qu'un mariage exige plus que la beauté et la virginité, qu'une femme a besoin d'humilité, de patience et d'un cœur au travail. La mère demanda ce qu'Ago faisait de ses journées, à part se vernir les ongles et bavarder dans ce salon inutile. Ago resta calme, presque amusée, assurant que le docteur était bien, mais pas le meilleur, qu'elle était encore intouchée et que cela signifiait qu'elle ne pouvait pas se gaspiller avec n'importe qui, qu'elle voulait un homme de grande stature qui la porterait dans des lieux chics, l'emmènerait à l'étranger et la traiterait en reine. Qu'un jour il verrait. Le père s'étrangla en entendant « voyage », demanda de quel ailleurs elle parlait, si elle croyait être une princesse, l'exhorta à cesser de se duper, rappela qu'on ne bâtit pas un foyer avec la virginité, même si elle exigeait tant, et demanda ce qu'elle apportait elle-même à la table. Il souligna que ces mots répétés devenaient embarrassants et s'interrogea si elle prenait le mariage pour un défilé de mode. Ago haussa les épaules, sourit avec suffisance et promit qu'il la remercierait plus tard quand il l'aurait mariée à la richesse, et qu'elle abattrait leur vieille maison pour en construire une nouvelle. Les parents échangèrent un regard sans espoir. Ils comprirent que l'orgueil de leur fille bouchait ses oreilles. Ils ne purent que secouer la tête et prier pour que la vie finisse par l'humilier doucement avant de la briser. Malgré ces avertissements, Ago poursuivit sa vie oisive. Chaque matin, elle sortait du lit à son aise, se baignait sans hâte et allait s'installer au salon de Mama Foma, devenu sa résidence secondaire. Ce salon était la radio officieuse du village. Toute nouvelle digne d'intérêt y passait. Qui s'était querellé avec qui? Qui devait de l'argent à qui? Qui voyait qui en cachette? Ago adorait ça. Elle s'asseyait, croquait des arachides, se vernissait les ongles et s'immisçait dans chaque discussion. Un après-midi, alors que les femmes se plaignaient de la hausse du kérosène, Ago réna son sujet favori. Elle affirma qu'il lui fallait un mari riche, ajouta fièrement qu'elle s'était gardée pure, que sa virginité suffirait à attirer un homme digne, qu'elle ne souffrirait pas avec des pauvres. Les femmes se regardèrent et secouèrent la tête. Mama Foma finit par dire qu'Ago parlait trop de cela, demanda si cela prouvait qu'elle n'était rien d'autre qu'une vierge, si cela payait les frais d'école ou faisait bouillir l'eau. Une autre femme rappela en riant que l'orgueil précède la chute et l'exhorta à s'humilier avant que la vie ne le fasse. Ago, ce jour-là, avec ses tresses, promit qu'on l'appellerait un jour « Grande Madame » et qu'elle se souviendrait alors qu'elle avait toujours su sa valeur. En sortant, certaines femmes sifflèrent, d'autres rirent, d'autres encore eurent un pincement au cœur. Ago pensait, elle, jouer avec le feu en croyant ne pas se brûler. Et pendant que les jours s'enchaînaient, que les prétendants sérieux se décourageaient et que la rumeur de sa suffisance grossissait, l'éclat d'Ago demeurait en façade. Mais ses parents, eux, multipliaient les prières, espérant que la vie trouve un chemin pour lui apprendre sans la détruire. Que la beauté et la virginité ne remplacent ni l'humilité, ni le travail, et que tôt ou tard, l'orgueil demande toujours son dû. Un après-midi brûlant, alors qu'Ago marchait comme à son habitude le long du chemin poussiéreux de Wick, portant sa démarche altière et ignorant la plupart des salutations qui ne venaient pas avec assez de déférence, un grand et discret véhicule attira son attention. Une voiture noire, luisante et imposante, aux vitres teintées, ralentit près d'elle. Le moteur ronronnait doucement et la vitre s'abaissa lentement. Un jeune homme bien habillé, parfumé d'une odeur coûteuse perceptible malgré la distance, apparut avec un sourire charmeur. Il la salua en l'appelant « Belle », demanda son nom avec une assurance qui fit battre le cœur d'Ago. Plus vite. Elle répondit fièrement qu'elle s'appelait Adgo, mais que tout le monde la surnommait Ago. Le jeune homme répéta son prénom comme s'il goûtait une sucrerie et se présenta comme Maxwell, mais qu'on l'appelait Max. Il expliqua qu'il était venu dans le village pour un projet, mais qu'en la voyant, il se disait que le projet était déjà un succès. Ago rougit comme une écolière séduite. Elle avait entendu des compliments toute sa vie, mais celui-ci résonnait différemment. Max gara la voiture, sortit et affirma qu'il était encore plus séduisant de près, grand, soigné, avec une assurance citadine. Il la compara à un diamant parmi des pierres, lui demanda si elle habitait non loin. Flattée, elle répondit que la maison de son père se trouvait juste à côté. À partir de ce jour, Max et Ago devinrent inséparables.
Il venait souvent la voir, l'emmenait parfois faire de petites promenades en voiture, lui offrait des mots doux, l'appelait précieuse, spéciale, unique, exactement comme l'image qu'Ago avait d'elle-même. Elle buvait ses paroles comme on avale de l'eau en pleine chaleur. Rapidement, Max lui déclara son amour. Il affirma qu'elle était la femme qu'il cherchait depuis toujours, qu'elle était belle, intacte et digne de l'amour d'un homme riche. Ces mots gonflèrent l'orgueil d'Ago comme jamais. Elle se précipita chez ses parents pour annoncer la nouvelle, dansant de joie et leur disant que ses prières avaient été exaucées. Elle leur révéla que Max l'aimait, qu'il voulait l'épouser, qu'il la considérait comme le modèle de femme que tout homme fortuné désirait. Ses parents restèrent méfiants. Ils demandèrent qui était sa famille, d'où il venait, quel était son passé. Mais Ago balaya leurs questions d'un revers de main. Elle leur expliqua que Max l'avait déjà invitée à se rendre en ville pour rencontrer ses parents et que cela faisait partie des préparatifs de leur mariage. Elle répétait, exaltée, qu'il appréciait qu'elle se soit gardée, qu'elle remerciait Dieu de n'avoir pas gaspillé sa virginité comme les autres filles. Les parents échangèrent un regard inquiet. Quelque chose en Max leur paraissait trop parfait, trop rapide, trop lisse, mais Ago, aveuglée par ses rêves, n'entendait rien. Pour elle, l'heure de sa destinée avait sonné. Chaque fois que l'imposant véhicule suivi de Max roulait dans le village, les gens s'arrêtaient pour le regarder. Les enfants couraient derrière en criant que le mari d'Ago était arrivé. Les femmes du salon de Mama Foma et Oma chuchotaient, certaines avec envie, d'autres avec ironie. Ago profita de chaque instant. Elle marchait désormais le cou encore plus redressé, les lèvres étirées en un sourire suffisant, certaine que son trône était enfin là. Au salon, elle n'avait même plus besoin de parler de sa virginité. La simple présence de Max disait tout, mais un après-midi, elle ne put résister. Installée avec majesté, elle déclara que ses camarades voyaient maintenant qu'elle avait eu raison d'attendre, qu'elle était née pour quelque chose de plus grand, que son mari Max en était la preuve vivante, riche, élégant, reconnaissant sa valeur. Elle annonça que bientôt, tout le monde devrait l'appeler « Madame ». Certaines femmes soupirèrent, d'autres rirent à gorge déployée, mais Mama Foma la prit à part et lui dit de se méfier, car tout ce qui brille n'est pas de l'or. Ago éclata de rire, répondit qu'elle n'était que jalouse, que Max était son destin, son aide providentielle. Ses parents, eux-mêmes, n'étaient pas convaincus. Un soir, son père lui rappela que le mariage n'était pas une course, qu'on ne suivait pas un inconnu parce qu'il avait une belle voiture, qu'elle avait déjà repoussé de bons hommes du village et qu'elle voulait maintenant se jeter dans les bras d'un étranger en partance pour la ville. Il lui interdit même de partir, mais Ago resta sourde. Elle affirma que ses parents voulaient l'empêcher d'atteindre son bonheur, que Max lui avait dit vouloir l'emmener voir ses parents, signe de son sérieux, et qu'un homme riche et bien né ne perdrait pas son temps s'il n'était pas sincère. Elle les supplia de ne pas se mettre en travers de son chemin. Ses parents soupirèrent, désespérés, mais Ago avait pris sa décision. Le jour du départ arriva vite. Ago revêtit son plus beau chemisier en dentelle et son pagne, se parfuma tellement que même les chèvres éternuaient en passant, prépara un petit sac et attendit l'arrivée de Max. Le véhicule noir brilla sous le soleil quand il s'arrêta devant leur maison. Max sortit avec son sourire charmeur, salua papa et maman, leur dit de ne pas s'inquiéter, qu'Ago serait en sécurité, qu'il la traiterait comme son trésor. Leurs regards restaient lourds de doute, mais ils ne purent retenir leur fille. Ago les embrassa, leur fit signe de la main, cria qu'elle les appellerait dès qu'elle arriverait en ville et monta, tout excitée. Le trajet commença sous les meilleurs auspices. Le regard d'Ago, fixé à la vitre, s'imaginait déjà dans une grande maison, parcourant les marchés de la ville vêtue de tissus coûteux et de bijoux étincelants. Max mit une musique douce et lui jetait, de temps à autre, des regards en souriant. Tout semblait parfait. Le rêve prenait forme. Soudain, la voiture ralentit. Ago s'alarma. Elle demanda ce qui se passait. Max fronça les sourcils, fit semblant de s'inquiéter et déclara que la voiture avait un problème. Il gara sur le bord d'une route isolée, bordée de buissons épais. Le chant lointain des oiseaux donnait une impression étrange. Max descendit, souleva le capot, y jeta un coup d'œil, referma d'un geste sec. Puis il revint vers l'habitacle, ouvrit la portière et sortit brusquement une arme de sous sa veste. Le sourire avait disparu de son visage. Ses yeux n'étaient plus ceux d'un séducteur, mais d'un prédateur.
Le cœur d'Ago se glaça. Elle demanda d'une voix tremblante ce qu'il faisait. Max la fixa froidement. Il déclara qu'elle ne se rendrait pas en ville, qu'elle allait lui apporter la richesse, qu'il avait besoin d'une belle vierge pour un rituel et qu'elle était parfaite. Les mots tombèrent sur elle comme des pierres. Ago poussa un cri et bondit hors de la voiture, laissant ses sandales derrière elle. Elle se jeta dans la brousse, courant à perdre haleine, les branches écorchant sa peau, son pagne se déchirant dans sa fuite. Derrière, Max criait qu'elle ne pourrait pas lui échapper. Les brindilles craquaient sous ses pieds. La peur donna des ailes à la jeune fille. Elle trébucha, se releva, repartit. Le souffle court, la gorge desséchée, mais refusant de s'arrêter. Chaque instant, elle se souvenait des mises en garde de ses parents, des rires du village, et l'orgueil qu'elle avait nourri se dissolvait en une terreur pure. À un moment, un coup de feu claqua dans l'air, résonna dans la forêt, fit s'envoler des oiseaux en panique. Ago hurla et courut plus loin encore. Elle ne savait plus où elle allait. Elle savait seulement qu'elle devait vivre. La nuit tomba, enveloppant la brousse d'ombres inquiétantes. La voix de Max s'éloigna peu à peu. Épuisée, Ago s'effondra sous un arbre, grelottante. Elle ne dormit pas, priant que l'aube revienne. Les heures passèrent, lentes et terribles. Elle resta là 2 jours, erra à travers la forêt, affamée, assoiffée, le corps couvert de griffures, le visage sali par la poussière et les larmes. Ses jambes gonflées la portaient à peine. Elle pensa mourir plusieurs fois, mais une volonté farouche la poussa à avancer. Le 3e matin, elle tituba hors des buissons sur un sentier familier menant à un wick. Ses jambes tremblaient, mais la vue des toits du village lui redonna force. Lorsqu'elle apparut dans le hameau, pieds nus, vêtue de haillons, le corps maculé de blessures, les villageois poussèrent des cris de stupeur. Les enfants coururent prévenir ses parents. Papa et maman sortirent en larmes, la serrèrent dans leurs bras tandis qu'elle sanglotait, qu'elle avait failli mourir, qu'un ritualiste voulait l'utiliser, qu'elle avait échappé de justesse, qu'elle aurait dû les écouter. La nouvelle se propagea comme un feu. Les femmes secouèrent la tête. Les hommes soupirèrent. Les clientes du salon bavardèrent bruyamment. On répéta que le riche homme n'était qu'un criminel. On rappela qu'on l'avait averti, qu'elle avait toujours proclamé sa virginité comme un tambour et qu'elle en avait récolté cette tragédie. Certains rirent, d'autres compatirent, mais tous s'accordèrent à dire qu'Ago venait de recevoir une leçon amère. Dès ce jour, le village tout entier se souvint d'Ago, la belle vierge orgueilleuse qui faillit perdre sa vie en poursuivant l'argent et la vanité. Chacun sut désormais qu'il n'y a pas de plus grand danger que l'orgueil aveugle et la soif insatiable de grandeur. Ago resta longtemps prostrée dans les bras de ses parents, le corps tremblant et l'âme bouleversée, incapable d'effacer de sa mémoire le visage froid de Max et l'éclat sinistre de son arme. Le village entier, alerté par les cris des enfants et la rumeur fulgurante qui se répandait comme un feu de brousse, s'attrouva devant la maison familiale. Hommes, femmes, vieillards et jeunes se pressaient, observant avec stupeur la jeune fille autrefois si fière, revenue méconnaissable, poussiéreuse, blessée et humiliée. Les murmures s'élevaient de partout. Certains secouaient la tête en signe de pitié, d'autres ricanaient à voix basse, rappelant qu'on l'avait averti que la vie n'est pas un conte de fées. Les femmes du salon de Mama Foma furent parmi les premières à commenter. L'une s'exclama qu'elles avaient dit à Ago que la virginité ne nourrit pas, que la beauté ne remplit pas une marmite, mais qu'elle avait refusé d'écouter. Une autre ajouta qu'elle s'était crue unique au monde et que voilà où son arrogance l'avait menée. Une vieille femme marmonna que l'orgueil précède toujours la chute et qu'Ago en était désormais le témoignage vivant. Ago, de son côté, sanglotait à chaudes larmes. Elle répétait à ses parents qu'elle avait été aveuglée par les promesses de Max, qu'elle avait cru à ses belles paroles, qu'elle pensait vraiment qu'il allait l'emmener en ville pour rencontrer sa famille. Elle avoua qu'elle avait ignoré les avertissements, persuadée que sa beauté et sa pureté suffiraient à lui ouvrir la porte d'un destin royal. Elle demanda pardon à ses parents, leur dit qu'elle aurait dû les écouter, qu'elle aurait dû comprendre que la vie d'une femme ne repose pas sur l'orgueil, mais sur le travail, l'humilité et la prudence. Son père, les yeux embués, la serra fort contre sa poitrine, murmurant qu'il valait mieux l'avoir humiliée et vivante que riche et morte. Sa mère pleurait de soulagement, mais aussi de douleur, car elle savait que les cicatrices de cette mésaventure marqueraient leur fille à jamais. Les villageois, eux,
continuait de commenter. Les hommes se souvenaient du jour où Ago rejeta le docteur Nandi, l'un des meilleurs partis du village, au nom de sa virginité et de ses rêves de grandeur. Les femmes rappelaient qu'elles s'étaient moquées des prétendants honnêtes comme Emeka et Kelshi, préférant attendre un homme riche et puissant qui la traiterait comme une reine. Et voilà qu'au lieu de devenir reine, elle avait failli être une victime sacrifiée sur l'autel de l'avidité et de la cruauté. Dans les jours qui suivirent, Ago resta enfermée chez elle, incapable d'affronter les regards. Chaque fois qu'elle sortait dans la cour, les enfants l'observaient en chuchotant, les femmes la désignaient du doigt et les hommes échangeaient des sourires lourds de reproches. Elle n'avait plus la force de lever la tête ni de bomber le torse comme auparavant. Son orgueil avait fondu comme du beurre au soleil. Même au salon, lieu de ses vantardises passées, elle n'osa pas mettre les pieds. Les femmes y parlaient d'elle en permanence, répétant l'histoire à qui voulait l'entendre. Certaines se moquaient de ses rêves de luxe et de voyage à l'étranger. D'autres compatissaient en disant que la pauvre enfant avait payé le prix de son ignorance. Mais toutes s'accordaient à dire qu'elle avait reçu la leçon de sa vie. Ses parents, malgré la honte publique, la protégèrent autant qu'ils le purent. Ils l'empêchèrent de se laisser aller et l'encouragèrent à retrouver un peu de dignité en se rendant utile à la maison. Pour la première fois, Ago, pour aider sa mère, prit un balai, s'essaya à la cuisine, tenta de s'occuper de quelques tâches ménagères. Les gestes étaient maladroits, mais ils avaient le mérite d'exister. Elle ne riait plus au salon, ne proclamait plus sa virginité comme une médaille, ne rejetait plus les autres avec condescendance. Elle avait compris que la vie est faite d'équilibre, de travail et de respect, et que la beauté seule n'est qu'une fleur sans parfum. Le docteur Nandi, informé de ce qui s'était passé, ne revint jamais la voir. Il continua son travail à l'hôpital, respecté par tous, et beaucoup de familles espéraient encore le donner en mariage à leur fille. Emeka et Kelshi poursuivirent aussi leur vie, l'un dans ses champs, l'autre dans ses palmiers, tous deux entourés de personnes qui les estimaient. Quant à Ago, elle resta avec ses parents, portant désormais le fardeau de son passé comme une cicatrice invisible mais douloureuse. Le village, lui, ne l'oublia pas. L'histoire d'Ago se raconta pendant des années dans les veillées, au marché et au salon, comme un avertissement pour les jeunes filles. On disait que la beauté attire les regards mais n'assure pas un foyer, que la virginité est une vertu et ne remplace ni le courage ni l'humilité, que le mariage est un chemin de patience et non un podium de vanité. On rappelait qu'Ago, la belle orgueilleuse, avait failli être sacrifiée par un faux prétendant simplement parce qu'elle avait cru que tout ce qui brillait était de l'or. Et chaque fois qu'on concluait cette histoire, les anciens répétaient que la vie finit toujours par corriger ceux qui refusent d'écouter et que l'orgueil invariablement précède la chute. Ainsi se transmit la légende d'Ago, la Vierge insensée, qui perdit son trône imaginaire, mais sauva sa vie de justesse et qui devint, malgré elle, la leçon vivante d'un village tout entier.